Bonjour, bienvenue au premier webinaire de la PGP. On est vraiment heureux de pouvoir débuter les conférences en ligne dans le cadre de l'organisation de nos conférences annuelles. Pour organiser les conférences, chaque année, on organise des comités. Alors, je voulais remercier Colette Cummings, Claudette Carignan, Steve Lévesque, Caroline Varin et Isabelle Barry d'avoir contribué grandement à l'organisation de nos 5 conférences. Je suis ici aussi pour présenter notre conférencier, bien sûr, qui est Jacques Nantel. Alors, Jacques Nantel, depuis 2007, il est secrétaire général à HEC Montréal. Par cette fonction, il est aussi responsable de la Fondation HEC Montréal. Il a été promu au rang de professeur titulaire en 1994 et détenteur d'un doctorat d'Indiana University en 1985. Au sein de HEC Montréal, il a été directeur du service de l'enseignement du marketing de 90 à 95. Il a été titulaire de la chaire de commerce de détail Omer Dessert en 95 et 96. Il a été directeur des programmes de l'école de 97 à 2000 et il a été le premier titulaire fondateur de la chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier à partir de 2002. Donc, il est aussi membre et actuellement membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et d'organismes, dont le Conseil supérieur de l'éducation, le Groupe Germain, Centraide, CFI, le Centre financier international, Total Media, Fondation René Lévesque et j'en passe. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Nantel. Merci. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous ce midi. Par le truchement d'une web diffusion. C'est à la fois original et au moins ça a le mérite de pouvoir rejoindre chacune d'entre vous là où vous êtes. Alors, bon midi, et pour ceux et celles qui mangent en me regardant, bon appétit également. On va parler de 2 choses ce midi. 2 choses qui peuvent sembler disjointes, mais qui sont essentiellement les 2 faces d'une même médaille. D'une part, on va parler de ce que l'on appelle en économie la loi de Pareto. Faites-vous-en pas, c'est pas très compliqué et ça a le mérite dans la conjoncture actuelle que l'on vit au Québec d'être une des lois que l'on peut et que l'on n'a pas trop de difficultés à respecter. Et on va parler également, comme on l'a annoncé tout à l'heure, des boomers et l'argent, une relation en voie de disparition. Vous allez voir, ce sont 2 côtés d'une même facette, 2 facettes d'une même pièce. Essentiellement parce que ces 2 faces-là sont probablement les 2 éléments à considérer le plus lorsque va venir le temps de penser en termes de levée de fonds dans une conjoncture assez particulière. On sait tous que le Québec est une société vieillissante. On sait tous que, également, en théorie tout au moins, il y a, au cours des prochaines années, un transfert intergénérationnel de fonds qui devrait être important et qui pourrait être important, et notamment dans une perspective de philanthropie, dans une perspective de dons majeurs ou, à tout le moins, de dons planifiés. C'est vrai, en principe toujours, mais comme pour n'importe quel marché, et je suis d'abord et avant tout une personne de marketing, pour n'importe quel marché, ce ne sera pas vrai pour l'ensemble du marché. D'où le premier élément, ce que l'on appelle la loi de Pareto. Lorsque, il y a déjà pratiquement 6 ans, on m'a demandé d'agir comme secrétaire général d'HEC Montréal, et je vous passe le détail de la fonction, mais lorsqu'on m'a confié la boîte, dans la boîte, il y avait un petit bidule qui s'appelait à l'époque le Bureau de développement, qui est devenu la Fondation HEC, qui fonctionne très bien. Mais qui était pour moi un élément relativement nouveau. Je suis pas une personne de philanthropie, je le suis devenu par la force des choses. Comme je l'ai mentionné, je suis une personne de marketing. Donc, j'ai commencé à regarder toute cette dimension-là de façon avec un œil d'une personne qui s'intéresse à l'évolution des marchés. Et comme je suis dans le domaine universitaire, je me suis tourné vers une université que tout le monde contemple toujours avec beaucoup d'intérêt, qui est Harvard, en voyant un peu ce qui se faisait là-bas. Harvard a un fonds doté de 36 milliards, donc c'est quand même pas mauvais, là, c'est un bon début. Mais une des choses qui est intéressante d'une université comme Harvard, c'est de voir que leur logique de levée de fonds n'est pas différente de ce que l'on voit ici dans vos organisations, dans nos universités, dans nos hôpitaux. Essentiellement, la façon dont Harvard lève les fonds n'est pas vraiment différente de ce que l'on va retrouver ailleurs. C'est une université, bien entendu, je l'ai mentionné.
Harvard fonctionne avec les mêmes contraintes que sont celles de la loi de Pareto. Et j'explique ce qu'est cette loi-là très rapidement. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe comment vous allez le faire, dites-vous que sur un créneau, sur un marché donné, à peu près 80% de vos fonds que vous allez lever va venir d'à peu près 20% de vos donateurs. J'aimerais vous dire que un marché composé de 10 000 donateurs potentiels vont tous donner le même montant et qu'il y a intérêt à cogner sur chacun des donateurs jusqu'à ce qu'il y ait donné. La réalité, malheureusement, est rarement de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir d'exception, mais règle générale, on fonctionne toujours en fonction de ce qu'on appelle la loi de Pareto. Cette loi de Pareto, encore une fois, 80% de vos dons vont venir de 20% de vos donateurs dans un créneau donné. C'est vrai, soit dit en passant, dans un milieu de travail, 80% des emmerdements vont venir de 20% de vos collègues. C'est vrai aussi. Alors, ça se manifeste, ça se précise à peu près toujours et à chaque fois. Harvard, exactement ça. Après avoir regardé, parce que j'ai été visiter des collègues à Harvard qui m'ont expliqué un peu leur base de données, comment ça fonctionnait et comment ils levaient des fonds, je me suis tourné chez nous. Évidemment, il y a une particularité à n'importe quelle institution d'enseignement, c'est qu'une grande partie des dons va venir de vos diplômés, ce qui est un peu différent dans d'autres secteurs. La logique des hôpitaux fait en sorte que vous ayez des bases beaucoup plus diffuses, mais c'est sûr que des parents de patients, des anciens patients, sont également, évidemment, une partie appréciable des bases de données et évidemment des bases de donation. Lorsque je regarde au HEC Montréal, chez nous, on a essentiellement, pratiquement, on a 70 000 diplômés dont on peut retrouver l'adresse. On est en contact avec 70 000 diplômés. Ça ne veut pas dire qu'ils nous téléphonent à tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'ils nous aiment nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gardé un souvenir intarissable de leur expérience chez nous. Mais ils sont là et on peut les contacter. Lorsqu'on regarde, et c'est quand même assez intéressant, lorsqu'on creuse un peu, et c'est ce que j'ai fait la première année, les chiffres chez nous sont assez intéressants. 15% des donateurs génèrent 73% des fonds qui sont levés. Vous l'avez encore une fois, la loi de Pareto s'applique à peu près toujours. Ce ne sera peut-être pas précisément 20%, 80%, mais à peu près toujours dans ces nombres-là. À partir de ce constat, il y a un exercice que l'on a fait au HEC, puis ça me fait plaisir de partager avec vous cette information-là. Je ne la partage pas, là, je la partage avec beaucoup de modestie, parce que c'est l'œuvre de toute une équipe, évidemment. Mais lorsque, il y a 5 ans, on a commencé à faire cette réflexion-là, la Fondation HEC Montréal levait 2,7 millions à peu près par année, sans parler des rendements, donc d'argent neuf. L'an dernier, on a fait 7, et cette année, on va finir à 8,2 millions. Donc, sur 5 ans, on est passé de 2,7 à 8,2. Et je vous dirais que ce n'est pas tellement parce qu'on a élargi. On a élargi un peu la base de donateurs, ça va de soi. Mais ce que l'on a fait essentiellement, c'est qu'on s'est concentré à mieux comprendre et à mieux connaître ces 20% qui sont des grands donateurs. Ça nous donne 2 pistes à partir de là. La première piste, c'est de dire, bon, qui sont ces grands donateurs, ou en fait, qui sont les personnes qui sont les plus près de leur alma mater? Deuxième question, est-ce qu'il y en a qui ont exactement les mêmes profils, mais qui ne sont pas des donateurs? Donc, on tourne la base, et ça, c'est des choses que vous savez autant que moi, et on commence à creuser davantage sur des gens qui auraient toutes les caractéristiques pour être normalement de bons donateurs, mais qui ne le sont pas. Une des choses que l'on a remarqué chez nous, c'est que généralement, les grands donateurs sont les personnes qui étaient actives lorsqu'elles étaient étudiantes, d'où l'importance d'avoir une espèce d'historique à partir du moment où ils étaient étudiants jusqu'à nos jours. Mais ce que l'on a constaté également, c'est que à l'intérieur des 20% qui génèrent les 80%, il y a des gens qui non seulement pouvaient, mais voulaient probablement et sûrement, assurément, ça s'est avéré, donner davantage. Donc, ça nous amène dans toute la notion de stewardship par la suite. Passer de 2,7 à 8 millions, évidemment, c'est considérable, mais ça s'est fait avec beaucoup, beaucoup de soins sur relativement peu de personnes. Si vous avez suivi mes chiffres, j'ai 70 000 diplômés. J'en ai 15% qui me génèrent à peu près ça. On parle de 8 000 diplômés. C'est pas énorme, là. Si vous
Si vous êtes relativement attentif, vient un temps où vous les connaissez, peut-être pas par leur petit nom, mais pas loin, parce que 8000, c'est pas énorme non plus. Ça nous amène à la deuxième partie, ou au deuxième volet, ou à la au deuxième côté de cette pièce-là. D'avoir cette compréhension des 20 de vos donateurs qui vont générer 80 de vos dons, c'est important. Mais tout ça ne s'inscrit pas dans une logique ou une perspective qui est désincarnée. Tout ça arrive en 2012 au Québec, à un moment où, là où vous devriez regarder, selon évidemment la nature de votre fondation ou votre entreprise caritative, là où vous devriez regarder le plus au cours des prochaines années, ou là où on va tous regarder au cours des prochaines années, c'est du côté ce que j'aime appeler là, les boomers vieillissants, et j'en suis, et leur relation avec l'argent. Il y a des choses qui sont assez intéressantes qui sont en train de se passer au Québec, et si vous êtes attentif à partir de vos propres donateurs, de l'ADN des gens qui sont proches de votre organisation, si vous êtes attentif, vous allez voir le 20 qui va générer 80 des dons à venir. Il se situe en ce moment à l'intersection littéralement de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est un effet on appelle ça en anglais le wealth effect, ou l'effet de richesse. Les boomers, on va le voir dans un instant, au Québec, sont par définition rendus à un âge où il y a certains actifs qui ont été cumulés, et beaucoup d'entre eux ne le réalisent peut-être même pas encore. Beaucoup de grands donateurs, soit dit en passant, puis peut-être certaines d'entre vous avez vécu cette expérience-là. Vous savez, il y a au Québec certaines personnes qui sont des personnes très, 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 très riches, qui sont des philanthropes sans même le réaliser, qui sont un peu comme M. Jourdain, qui font de la prose sans le savoir. Ils sont intéressés à des philanthropies, ils ne le savent pas nécessairement. Beaucoup d'entre eux ne réalisent même pas la capacité qu'ils ont à donner bien davantage parce qu'on ne leur a jamais signifié. Donc, il y a un facteur de richesse, pas chez tous les boomers, mais chez beaucoup de boomers. Et puis, le deuxième vecteur, c'est qu'il y a certaines sensibilités qui se développent à un âge lorsqu'on dépasse 55. Donc, vous savez, les premiers boomers démographiquement arrivent à la retraite cette année. Donc, les plus vieux des boomers, si on veut, ont 65 ans. Mais si vous prenez la cohorte 55-65 ans, il y a des gens qui sont riches. Mais il y a également des gens, et c'est l'intersection, qui ont une sensibilité pour vous aider davantage. Alors, c'est ce dont je vais parler, comment on focalise sur ces 20 notamment dans un marché bien précis, qui est celui des boomers. Alors, les boomers et l'argent, une relation en voie de disparition, beaucoup moins qu'on pense. On va regarder un peu de quelle façon tout ça se précise. Au fur et à mesure où je vais parler, je vais vous parler, c'est-à-dire je vais projeter certaines diapositives. Cette vidéo, mais cette présentation PowerPoint va être disponible après la présentation. Différents jalons que je mets uniquement pour mettre la table, si l'on veut. Et si on commençait par une visite au cinéma, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film, il est disponible maintenant en DVD. Il annonce les plus en fin de semaine, alors c'est peut-être une bonne occasion. Il y en a d'autres bons films, mais celui-là est pas mal. Le bonheur des autres. Dans Le bonheur des autres, qui est une relation assez intéressante entre un père qui est visiblement un boomer, qui va lui-même, je ne veux pas voler le punch, là, mais qui va lui-même avoir un enfant, alors que ses propres enfants ont de la difficulté à se retrouver. Dans ce film, il y a une altercation entre deux boomers qui est assez intéressante, où l'un dit à l'autre, tu sais, nous autres, on est la génération qui avons tout eu. Dans le fond, on devrait peut-être être pratiquement, il ne dit pas ça comme ça, mais pratiquement gêné d'être encore en vie. En parallèle, il y a des livres qui commencent à sortir en disant, celui d'Éric Duhem, qui n'est pas mon auteur favori, là, mais quand même, qui est un point de vue intéressant, qui a le mérite d'avoir été écrit. L'État contre les jeunes, comment les baby boomers ont détourné le système. Il y a toute cette espèce de ressentiment par rapport aux boomers. Le Devoir du 13 février dernier titrait Les boomers versus les X et les Y. Cette espèce de confrontation. C'est sûr, on va y arriver tout à l'heure. Il y a une confrontation intergénérationnelle. Elle a toujours existé, soit dit en passant. C'est par définition. Mais ce que cette confrontation-là fait ressortir et a le mérite de faire ressortir, c'est de nous forcer à regarder l'état actuel des choses
Où se situent les boomers en termes d'actifs et qu'est-ce qu'ils risquent de faire au cours des 10 et 15 prochaines années avec ces actifs-là? Alors, si on regarde justement ces faits, il y a 4 éléments que j'aimerais partager avec vous, 4 éléments qui ressortent de manière assez manifeste. La première, c'est que les boomers sont avant tout caractérisés par leur désir de changer les choses. Ça, c'est important de voir cette génération-là comme une génération qui a toujours bougé, on va le voir tout à l'heure, qui a toujours bougé en troupeau. Les boomers, c'est pas des individus, ce sont pas des marmottes solitaires là, qu'on voit sortir d'un trou de temps en temps. C'est un troupeau de zèbres. C'est quand ça arrive, là, tu le vois de loin, puis quand ça passe, tu le sais. C'était vrai à l'époque où les boomers ont découvert les Beatles. C'était vrai à l'époque où les boomers ont découvert la Dodge Caravan parce qu'ils étaient rendus en banlieue. C'était vrai lorsque les boomers ont rentré leurs enfants dans la Dodge Caravan pour les amener à patinoire puis éventuellement au cours de peinture puis au cours de lecture. Et c'est encore vrai aujourd'hui dans d'autres manifestations telles que développer le goût du fromage et du vin. Faites-vous-en pas, c'est les boomers qui ont pensé à celle-là aussi. Si aujourd'hui on a des fromages... comme ma grand-mère disait, des fromages qui puent au Québec, c'est parce que il y a toute une génération qui, en même temps, ont découvert les boomers. Alors, la personne de marketing que je suis vous dirait que si c'était pas du fait de 2 millions de personnes qui ont eu le même réflexe en même temps, ces industries-là, aujourd'hui, n'existeraient pas. Les boomers, bref, voyagent en groupe. Un boomer, c'est un peu comme un œuf. Ça n'arrive pas à l'unité, ça vient toujours en douzaine. Ils s'identifient au groupe et ils ont des réflexes de groupe. C'est important de le mentionner parce que ils ne seront pas différents à 55, à 65 puis à 70 ans. Ils vont bouger en groupe. OK? Je vous donne un exemple très rapide. Il y a quelques années, pour la SCHL, j'ai eu le plaisir de faire une analyse du marché des centres pour personnes âgées, les résidences. On en connaît une, là, déjà, vous avez le refrain à la tête, là, les résidences soleil. Bon, il y en a d'autres. On avait fait une étude sur ce groupe-là et j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer toute la famille Savoie, avec Eddie Savoie, et sa fille, son fils et toute la gang, qui me disait, vous savez, ici, c'est bien le fun. Puis je pense qu'ils étaient très sincères, très fiers de leur résidence. Il me montrait la grande salle à manger, puis il disait, nous autres, ici, à 7 heures le soir, tout le repas est fini, puis on joue au bingo. Puis les petites madames, ils aiment bien ça. Et moi, je m'étais tourné vers mademoiselle Savoie, en fait, la fille de Eddie, qui s'occupe du marketing de l'entreprise, en leur disant, vos pensionnaires, ils ont quel âge? Et là, il faut comprendre que ça, là, je parle d'il y a 10 ans. Vos pensionnaires ont quel âge? Ils disaient, ils ont à peu près 75, 80 ans. Je dis donc, ces personnes-là sont nées ou avaient 20 ans à peu près dans les années 40. Et là, je pose comme question, qu'est-ce que vous allez faire avec les petites madames qui vont vous arriver ici, qui seront celles qui avaient 20 ans en 1968 et qui sont descendues dans la rue, qui ont brûlé leur soutien-gorge, qui ont demandé la libération des femmes? Est-ce que vous pensez que vous allez leur faire jouer au bingo? Là, elle était toute surprise de la question. Puis ensuite, ça a amené une certaine réflexion. Autrement dit, les boomers de demain ne seront pas comme les gens 10 ans avant. Cette génération, plus que les précédentes, et beaucoup plus que les suivantes, à développer ses actifs financiers. Ça, c'est du nouveau chez nous au Québec. Si vous regardez les 50, 65 ans d'il y a 20 ans, ils ne sont pas arrivés avec beaucoup d'actifs. En fait, c'est une métaphore que j'utilise, mais qui est très vraie. Vous savez, moi, je viens d'une famille de 6 enfants, comme sans doute plusieurs d'entre vous venez d'une famille nombreuse. Quand mes parents sont décédés, moi, j'ai hérité littéralement, quand mon père est décédé, j'ai littéralement hérité d'une cravate. J'ai eu une cravate. Que mon épouse a mise à la poubelle 2 ans après. Alors, ça m'a permis de dire qu'elle avait acheté l'héritage. Mais c'est à peu près tout ce que les générations précédentes avaient à transférer, pour une raison bien simple. Au Québec, la génération précédente, celle des boomers, était un peuple de locataires. On l'oublie encore, mais Montréal, à venir jusqu'à tout récemment, était à 75 % composé de locataires. Aujourd'hui, on est rendu à près 50-50. Dans le reste du Québec, évidemment, les taux sont différents. Mais les boomers constituent la première génération au Québec qui a eu cette espèce de pulsion de constituer un bassin d'actifs. À la niaiseux, là, mais l'exemple est relativement nouveau.
c'est également une génération qui, en tout ou en partie, s'est constituée un certain pécule au niveau d'un fonds de pension. Pas tous, mais certains d'entre eux. Quand mon père est décédé, un fonds de pension, non seulement lui en avait pas, mais c'était très rare. Ben là, vous allez avoir ce genre de rente-là qui, dans certains cas, si on parle de REER, entre autres, va pouvoir être transférable. En fait, et non, les boomers, sur une base per capita, n'ont pas, en fait exploser la dette publique. Ça peut sembler bizarre à dire, mais je tiens quand même à le mentionner. Si vous regardez, et là, bon, comme je suis DHEC, j'ai le droit à 2 graphiques là, par présentation. Ça sera un de ceux-là, puis après ça, on passera aux choses intéressantes. Quand vous regardez les boomers et la dette publique, si vous regardez au cours des années où les boomers sont passés, si vous regardez, et ça, c'est pour l'ensemble des comptes publics du Canada, à la fois les provinces et le Canada, les boomers n'ont pas été une génération qui a créé beaucoup plus de dettes que les générations précédentes. Par contre, le rapport à l'argent, lui, est différent des générations qui les ont précédées et succédées. De la façon suivante. Le graphique que je vous montre, c'est l'évolution de la dette individuelle selon le groupe d'âge. Et là, on compare, on va commencer par 99, toujours en chiffres comparables, c'est des chiffres de 1980, standardisés, normalisés sur 1984. Si vous regardez, la ligne d'en haut, c'est 99, la ligne d'en bas, c'est 84. Vous avez la dette en pourcentage des avoirs. Alors, si vous possédez une maison de 100 000 bien, la dette est de près de 40 000 là, au moment où on se parle, si on prend la partie des 25-34 ans. Bon, un des phénomènes qui est intéressant, il y a 2 phénomènes à regarder. Le premier phénomène, c'est que dans n'importe quelle société, c'est normal que moins de 25 ans, on n'a pas beaucoup de dettes, puis à un moment donné, on s'endette. 25-35 ans, c'est là où les enfants arrivent, on achète une maison, on achète une auto, etc. Puis après ça, progressivement, ça se nivelle, puis ça part à la baisse. Lorsque vous arrivez à 65 ans et plus, normalement, il y a à peu près plus de dettes. C'est vrai, ça a toujours été. Ce que l'on constate, par contre, c'est que le niveau d'endettement à travers le temps s'est accru entre 84 et 99 en pourcentage. On peut reprendre ces mêmes statistiques-là de façon ventilée, mais vous allez voir, je vais y aller année par année. 84, c'est la première ligne qu'on avait. On rajoute à ça 99, c'est la deuxième ligne. Le graphique est un peu différent, mais la même logique prévaut. Et si on va jusqu'en 2005, bien là, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que le taux d'endettement augmente, ce qui est rigoureusement vrai, c'est pas une grande surprise, là, on le sait. Les Canadiens, les Américains, de plus en plus les Européens sont individuellement de plus en plus endettés. Bon, il y a un phénomène d'endettement qui est plus grand, c'est juste. Il y a un phénomène également qui est le suivant, c'est que l'endettement marginal pour les plus âgés croît également. Autrement dit, vous avez des personnes qui, arrivées à 50, 65 ans, ont encore un peu plus de dettes, ont 7 de leurs actifs sont en équivalent dette. C'est pas énorme, mais c'est plus que ce que c'était avant. Mais le point est le suivant, c'est qu'au fur et à mesure où le temps passe, vous avez une génération qui s'en vient, qui s'appelle les boomers, qui ont un petit peu plus de dettes, donc qui vont être un peu plus préoccupés qu'ils ne l'auraient été autrement, mais qui ont également plus d'actifs. Alors, si on le regarde, puis on achève sur les graphiques, là, faites-vous-en pas, l'évolution des avoirs nets selon le groupe d'âge, une des choses qui est intéressante à regarder, et là, je reprends à peu près la même logique, mais 84-99, si vous regardez sur les 65 ans et plus, si on regarde la valeur nette des actifs, et c'est les 2 dernières parties, la partie de droite sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, les plus âgés, c'est un peu ce que je disais, sont plus riches que les plus âgés d'il y a une vingtaine d'années, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, la conjoncture actuelle de l'économie affecte aussi les boomers. Et là, c'est l'espèce de drôle de paradoxe dans lequel on a composé, on a évolué. Bon, la première chose que l'on a apprise depuis 5 ans, c'est que les rendements pour ces boomers, les personnes qui sont à la retraite ou qui vont partir à la retraite, sont beaucoup moins bons que ceux prévus. Il y a des gens, et puis c'était pas de la fabulation complète, là, il y a des gens qui, jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2008 à tout le moins, avaient fait toutes leurs prévisions de retraite jusqu'à un âge vulnérable de 73-74 ans, basées sur des rendements annuels de 14 %. Là, vous allez dire, non, c'est bien difficile, 14 %, on le sait tous. Pourtant, en 2007, il y a des gens qui y croyaient, qui étaient convaincus que c'était pour durer encore au moins 20-30 ans. Ce n'est plus le cas. Donc, ces boomers qui ont fait un certain cumul d'actifs,
À un moment donné, si tu se retournes de bord, tu te dis « Hop là, m'as-tu en avoir assez? » OK? Il y a un endettement qui est plus grand, incluant, on l'a vu tout à l'heure, chez les plus âgés. Ça amène toutes sortes de phénomènes. Ça amène pour certains une retraite différée. On va le voir tout à l'heure. Il y a des gens qui disent « Ben non, regarde, là, je ne partirai pas à la retraite à 55 ans, peut-être même pas à 60. » Le gouvernement fédéral nous commence à nous dire « Ben peut-être 67. » Ce qui n'est pas complètement idiot non plus, parce que l'espérance de vie s'est accrue quand même passablement. Partir à la retraite. Et puis, évidemment, tout dépend de ce que vous faites. Mais c'est sûr que partir à la retraite à 65 ans, lorsque l'espérance de vie, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, l'espérance de vie était de 68, bien, c'était pas le pactole, là. Tu sais, dans le fond, tu dis, yeah, j'étais à la retraite, il me reste 3 ans. Bon. Aujourd'hui, l'espérance de vie tourne plus autour de 76, 77, selon qu'on est un homme, une femme. Donc, les retraites risquent de plus en plus différer. Le retour sur le marché du travail par choix ou par obligation, non seulement on diffère, mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a des boomers qui se disent « Oh, je peux me retourner sur le marché du travail. » Certains par obligation, d'autres par choix, parce que ils s'ennuient et sont en bien meilleures conditions, bien meilleure forme qu'ils ne l'étaient. Bon, tout ça nous amène à une espèce de conjoncture suivante qui se résume en un petit tableau très simple. L'âge moyen au Québec, bien, il s'accroît. L'âge moyen, ça peut sembler des petits chiffres, là, mais vous allez voir, c'est énorme. En 2006, l'âge moyen des Québécois était de 40 ans. En 2016, il va être de 43 ans. 3 ans, là, sur une période de 10 ans, c'est énorme. En termes de vieillissement de population, ça change complètement, non seulement les données actuarielles, mais ça change également la face démographique du pays. Le revenu moyen, lui, il ne s'est pas vraiment accru. Il est en dollars de 2008. On n'est pas plus riche, on n'est pas plus pauvre qu'on ne l'était à l'époque. Ça, ce sont des dollars, ça, c'est des revenus moyens des ménages. Soit dit en passant, un ménage au Québec, c'est 2,11 personnes. Le taux d'épargne a diminué beaucoup. Évidemment, si les revenus n'augmentent pas, puis que l'inflation augmente un petit peu, bien, le taux d'épargne va diminuer. Puis le ratio d'endettement, évidemment, lui, a augmenté. Donc, c'est la situation avec laquelle on a à composer. Bon, ça, et je pense que c'est le dernier des graphiques, je vous ai dit qu'il y en a, j'abuserai pas, mais c'est mon graphique favori. On a chacun le droit à un graphique favori, ça c'est le mien. Si quelqu'un m'expédiait sur une île déserte, là, c'est avec celui-là que j'aimerais partir. Parce qu'il dit un peu ce que la Banque du Canada nous a dit cette semaine, c'est que il y a peut-être pas une précarité, mais il y a un resserrement qui s'en vient. Je m'explique. La ligne rouge, là, c'est la dette, c'est la gestion de la dette par ménage canadien. Ça, c'est quel est le pourcentage de vos dépenses annuelles qui sont consacrées au service de la dette? Vous voyez, ça varie toujours à peu près, toujours autour entre 7, 8, 9 .. Bon, ça veut dire que à chaque année, là, 9 de vos revenus doivent être consacrés à peu près à la gestion de la dette. Là-dedans, là, on va retrouver, entre autres, pas le paiement hypothécaire complet, là, mais le paiement des intérêts sur votre hypothèque, le paiement des intérêts sur votre carte de crédit, sur votre marge de crédit, en fait, le paiement. Si un couple gagne 50 000 $ par année, bien, ça veut dire qu'il y a probablement 4 à 5 000 $ qui vont aller au service de la dette. Ça, c'est relativement stable depuis des années, depuis 95, 90 même, et même en montant. La ligne jaune, ça, c'est le taux directeur. C'est le taux de la Banque du Canada. C'est, dans le fond, indirectement, ce que vous payez comme prime lorsque vous avez un service de la dette. C'est ce qui va influencer votre taux d'intérêt sur votre taux hypothécaire ou votre taux sur votre carte de crédit. Il est à un taux historique le plus bas. Il est autour de 1,25, 1,5. Ça, c'est le taux directeur. 1, en fait, même, pour certaines périodes. Ça influence directement votre taux d'intérêt. Ça, quand tu es à 1, puis tu doubles, tu es juste à 2. Mais quand ça a un effet de répercussion sur un taux hypothécaire qui est à 4, ça pourrait se transmettre vers du 6, 7, 8. Et ainsi de suite. Ça veut dire que tout accroissement marginal du taux directeur va faire en sorte que, assez rapidement, le service de la dette pourrait augmenter, pourrait passer de 9 à 12 à 14 %. Sur des revenus qui sont stables, ça veut dire qu'à un moment donné, on se tourne de bord, on dit, bien, il faut couper à quelque part. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça pourrait arriver. Ça n'arrivera pas ce week-end, là, je vous garantis. Ça n'arrivera probablement pas d'ici un mois, mais ça va arriver un peu comme un mal de dents, lentement, puis à un moment donné, on dit, ça fait mal. Ça affecte, on l'a vu, tout le monde, ça affecte tout le monde, mais ça va affecter également ces fameux boomers.
D'ailleurs, Le Devoir, en date du 27 janvier dernier, titrait, première page, le tiers des ménages a atteint sa limite d'emprunt. Si vous lisez la partie plus petite, traditionnellement axée sur l'épargne, les boomers sont de plus en plus endettés. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, c'est le cas. Ils ne sont pas prêts à gorge, ils sont un petit peu plus endettés. Bon. Et on le voit ici, puis là, je vous fais grâce de ce graphique-là, puis je vais même vous faire grâce à celui-là. Mais je vais vous parler de celui-ci. Est-ce que ça va pour la web diffusion? On suit? Les graphiques suivent et tout et tout? OK, parfait. En fait, ça a un impact, on l'a vu tout à l'heure, pour la première fois depuis les 50 dernières années que Statistique Canada suit cette tendance. Ça, c'est une des séries que j'aime beaucoup. Statistique Canada mesure toutes sortes de choses bizarres, mais il y a certaines d'entre elles qui sont pas mal de fun. C'est qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Puis là, je l'ai réduit au maximum parce que les séries sont éclatées sur toutes sortes de choses. T'sais, le temps que vous passez à écouter de la musique, le temps que vous passez à conduire votre auto, c'est fascinant à lire. Honnêtement, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai mis en 3 grandes catégories, le temps de sommeil, le temps libre puis le travail. Et je l'ai regardé pour les 65 ans et plus. Bon, on constate 2 choses. On constate qu'entre 1996 et 2006, c'est basé sur le recensement. C'est les années de recensement. À l'époque où Statistique Canada faisait des vrais recensements, c'est mon propos éditorial de la journée. Les vieux dorment un petit peu plus, OK? Ils ont un petit peu de moins de temps de libre. Bien évidemment, s'ils dorment plus, ils ont moins de temps de libre. Mais la chose qui est intéressante, c'est que, alors qu'il n'y avait rien sur le radar sur le temps de travail, déjà en 2006, et moi je vous prévois que 2011, ça va être encore plus élevé, ils continuent à travailler davantage. Bon. Tout ça nous amène à parler de ce qu'on appelle des espèces de formes de division intergénérationnelle. Pas une guerre des générations, mais il faut bien comprendre que les boomers, là, ils pensent et vont continuer à penser de façon différente des personnes qui les suivent. Comme je regarde l'âge moyen des gens qui travaillent dans les fondations en philanthropie, au moins chez nous, bien, c'est pas des boomers, il y en a, mais la plupart, c'est des plus jeunes. Ça fait qu'il faut qu'ils comprennent, enfin, ben oui, vous devez comprendre, parce que moi, je suis un boomer, vous devez comprendre qu'on ne pense pas comme vous autres et que vous ne pouvez pas projeter comment vous allez vous comporter sur une gang de boomers qui risquent de se comporter de façon également différente. Ça donne les poignées, ça donne la façon de décrypter le 20 auquel je faisais, puis d'identifier le 20 auquel je faisais référence au tout début de ces boomers qui risquent de se tourner vers vous bientôt. Alors, là, je vais caricaturer, mais à peine. Mais je vous assure, ça, c'est probablement une des séries d'études que j'ai le plus publiées dans ma carrière. Les comportements des consommateurs de façon intergénérationnelle. Ça, c'est basé sur un article que j'avais publié il y a déjà quelques années dans le Journal of Retailing, qui est un peu, si on compare, et là, je fais un clivage vraiment pour les fins de discussion, puis c'est un petit peu plus détaillé que ça, mais quand même, les moins de 45 ans et les plus que 45 ans. 45 ans et moins, il y a une plus faible capacité à gérer son budget. Pas parce que les gens sont moins habiles, là. Ça, je veux bien, avant que quelqu'un commence à envoyer des emails, là. Pas parce qu'ils sont moins habiles, pas du tout. Parce que c'est beaucoup moins présent sur le radar. C'est-à-dire que, et pour toutes sortes de raisons, soit dit en passant, il y a une génération, surtout les 40 ans et moins, qui a fait en sorte que le mode de gestion budgétaire tourne plus autour de ce qu'on appelle du cash flow management ou de la gestion de la trésorerie. Autrement dit, on dépense, puis à un moment donné, on dit, ben il y a quelque chose qui va arriver. S'il me reste de l'argent, je continue à dépenser. Puis là, on rentre dans des drôles de comportements. Genre, ben là, je vais aller chercher une deuxième carte de crédit. C'est pas vrai pour tout le monde, mais au Canada, soit dit en passant, 3,4 cartes de crédit par consommateur. Aux États-Unis, 6,8. 6,8. Puis la question que je pose toujours, c'est pourquoi on a besoin de 6,8 cartes de crédit par personne? Et la réponse est bien simple, c'est parce qu'on roule le crédit d'une carte à l'autre. Évidemment, on enquiert les coûts qui vont avec. Autrement dit, on gère ses avoirs en pelletant souvent par en avant, en disant quelque chose va arriver. Puis s'il n'y a rien qui arrive, notamment si la GRC puis l'huissier ne débarque pas, ben, c'est parce que ça continue. Je suis encore dans une zone de confort. C'est pas parce que les gens, et ça je tiens à le mentionner, c'est pas parce que les gens sont moins habiles puis moins bons avec les chiffres là, qu'on se comprenne bien. Il y a toute une, puis c'est pas le propos de la présentation ce midi, mais j'en profite pour vous dire que j'ai publié un livre là-dessus qui s'appelle « On veut votre bien et on l'aura ». La dangereuse efficacité du marketing, qui vous explique tout ça. Le livre est disponible chez tous les bons libraires. Puis prenez pas de chance, achetez-en 2. Si jamais vous faites voler, vous en aurez un deuxième. Bon, ma publicité vient de passer.
Mais je vous parle de ça parce que au cours des 20 dernières années, les économies nord-américaines ont roulé à la consommation. Ils n'ont pas roulé à l'investissement des gouvernements, ils n'ont pas roulé à l'investissement dans l'économie matérielle. Elles ont roulé ces économies à la consommation. Et on a tout fait pour amener ça. Lorsque, par exemple, on ne vous vend plus une auto sur le prix de la voiture, mais on vous le vend sur la mensualité et de plus en plus sur le paiement hebdomadaire, on vous force à penser en termes de cash flow management et de moins en moins en termes de gestion budgétaire. Donc, il y a toute une génération qui est un peu dans cette façon de penser. La gestion des avoirs au jour le jour, ça amène un endettement plus important. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les graphiques. Et puis, un faible intérêt envers les éléments de base qui composent la gestion des avoirs. Autrement dit, oui, on aimerait avoir accès à la propriété, mais à condition que ça ne change pas nécessairement mes plans d'aller faire le tour du monde cette année. T'sais? Bon, quand je reviendrai, on verra. Puis, bon, quelque chose va se passer de toute façon. Je sens que je viens de toucher une ou deux cordes pensées. Bon, les 45 ans et plus, là, puis notamment les 55 ans et plus, les fameux boomers, ils pensent pas de même. Ils n'ont jamais pensé comme ça. Ils sont peut-être dans les patates, mais ils n'ont jamais comme... Ça n'a pas été leur chaîne de valeur. Il y en a eu d'autres, à certains égards, certains répréhensibles. Mais eux, ce dans quoi ils opèrent, c'est le cadre... espèce de cosmogonie suivante, l'espèce de cadre sociologique ou psychologique suivant. Premièrement, ils réalisent qu'ils ont une espérance de vie qui s'accroît. Pour la majorité d'entre eux, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça peut vous sembler étonnant, là, mais beaucoup d'entre eux se disent « Oh mon Dieu, ça veut dire que j'allonge peut-être certaines années qui risquent d'être des années plus coûteuses et plus souffrantes, soit dit en passant. » Il y a une capacité à budgéter qui a toujours été là. Si cette génération a réussi littéralement à faire passer les Montréalais d'un peuple de locataires à un peuple de propriétaires, c'est parce que c'était central à leur mode de fonctionnement. Un optimisme sur la qualité de vie qui pourrait s'éroder, par contre, et des attentes souvent irréalistes, notamment en ce qui a trait aux retraites et au rendement sur les fonds. Ça, on l'a vu. C'est des styles différents. Si on résume ça de façon un peu différente, les boomers, on l'a vu tout à l'heure, ils bougent en troupeau, ils bougent en groupe. Ils sont sensibles à l'émulation, ce qu'un va faire, les autres vont faire. Ça, c'est bien important, ce que je suis en train de vous... Je ne veux pas être présomptueux, mais c'est bien important, ce point-là, ce que je suis en train de dire, parce qu'on va y revenir à la toute fin. Ils sont sensibles à l'émulation. Ça veut dire que les boomers, c'est un peu comme... Vous les aurez pas toutes, hein, mais pour aller chercher les 20 qui sont peut-être les plus intéressants, si vous en avez un, c'est un peu comme un fil d'Ariane, vous pouvez aller chercher les autres. Ils valorisent le travail, ils valorisent le cumul d'actifs, ça a toujours été important pour eux, puis la maison a toujours été un investissement central pour eux. Les XY, ils sont plus individualistes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une pensée commune, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un souci du bien commun, ça veut juste dire qu'ils sont individualistes, notamment pour les gens de marketing que nous sommes. On va le voir dans un instant. Une des grosses caractéristiques qui définissent pour les gens de marketing, comme je suis, les deux groupes, là, c'est que les boomers, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent à peu près toutes la même chose. Ils sont sensibles à l'émulation. La Dodge Caravan, c'est même pas une blague. Je veux dire, tu veux avoir la même Dodge Caravan que ton voisin. Il y a une piscine, tu vas avoir la même maudite piscine. Il y a un patio, il va avoir le même patio. Les jeunes, c'est différent. Ils vont avoir des choses communes, mais ils vont tous s'arranger pour qu'ils soient personnalisés. Que chacune soit un petit peu différent. Ils ne veulent pas avoir la même patente que l'autre. L'industrie de la musique, entre autres, le réalise très bien. Aujourd'hui, chacun fait son playlist à sa façon. Ils sont sensibles à la personnalisation et à l'individualisation. Ils valorisent leur qualité de vie. Ils valorisent le moment présent et l'importance du nomadisme. Le nomadisme, c'est assez amusant. C'est un phénomène qui a été étudié beaucoup en sociologie, qui est très proche des XY. Le nomadisme, c'est cette possibilité de ne pas avoir systématiquement un fil à la patte. De dire, demain, là, si je veux, je peux partir pour New York. Demain, si j'ai un job à Londres, je peux partir pour Londres. Si j'ai pas encore vu l'Himalaya, moi le voir avant d'être trop vieux, donc avant 25 ans. C'est ce genre de pulsion qui est très importante, qui caractérise ce style de vie. Évidemment, ça vient changer un peu la donne quant à l'importance, de focaliser l'importance sur notamment la maison. Bon, où est-ce que ça nous amène tout ça? Ça a l'air décousu hein, comme présentation, mais tout ça focalise sur un point. Et je vous dirais, et si les boomers avaient besoin, à quelque part, de vous? Vous êtes dans le domaine de la philanthropie.
Vous êtes dans le domaine de la philanthropie et vous arrivez, ça va peut-être être étonnant ce que je vais vous dire, mais vous arrivez probablement à un moment extraordinaire où vous avez deux rôles. Le premier rôle, c'est de rassurer les boomers, notamment, que vous croisez quant à la valeur de leurs actifs. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 5 ans, parce qu'avec des actifs beaucoup mieux constitués que leurs parents n'en avaient, avec des rendements de 14 % les boomers étaient convaincus qu'ils étaient pour faire sauter la banque. Là, aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés. Alors, beaucoup d'entre vous regardez de près, entre autres, comment expliquer les incidences fiscales d'un don planifié, à titre d'exemple. Bien, ça, là, les 55 ans et plus en ont besoin. Ils ont besoin de ce genre d'informations. Ils ont besoin de vous. Et puis, ils vont avoir besoin de vous, on va le voir dans un instant, sur un deuxième plan. Au fur et à mesure, et ça c'est un phénomène normal, naturel, qui a prévalu dans toutes les générations et qui va encore prévaloir dans les prochaines générations, au fur et à mesure où on dépasse les 55, 60, 65 ans, les valeurs commencent à changer et on commence à être beaucoup moins préoccupé par ces actifs et peut-être plus préoccupé par la transmission de ces actifs. La transmission des valeurs, pas juste des valeurs monétaires, mais également des valeurs, ce à quoi on croit. Laisser une trace. L'espèce de pérennité de ce que l'on a été devient important. On touche à ce moment-là des aspects de valeurs spirituelles qui sont importantes. Voyez-vous, les boomers, c'est là où ils se dirigent. C'est là où ils se dirigent et c'est là où ils vont avoir besoin de vous. Alors, il y a une situation, on l'a vu, financière qui les inquiète. Il y a une volonté, malgré tout, de continuer à changer le monde. On l'a vu tout à l'heure. Les boomers, là, ils fonctionnent en groupe, mais il y a cette espèce de pulsion de vouloir changer le monde. Vous allez dire, oui, mais ça, c'était vrai quand il y avait 20 ans. Non, c'est encore vrai aujourd'hui. Ils sont convaincus qu'ils ont encore une mission à faire de ce côté-là. Ils ont une vision collective du monde, et puis ils ont une volonté, mais très, très, très manifeste, de laisser leur trace. Moi, je vous dirais que ça commence à toucher même la pulsion. Donc, il y a des opportunités qui se profilent. Sécuriser leur avenir tout en permettant de continuer à changer le monde, notamment par le don. Ça peut sembler cliché, ce que je suis en train de vous dire, là, mais si le plus gros des actifs qui étaient à transférer était du côté des 30-35 ans, je ne vous parlerai pas comme ça par définition. Si ça avait toujours eu cours au Québec, je ne vous parlerai pas comme ça. Là, c'est le croisement des chemins auquel je faisais référence tout à l'heure. Vous n'avez jamais eu dans l'histoire du Québec autant d'actifs qui vont être transférés. Avec une certaine insécurité qui n'existait pas avant 2007. Et chez une génération qui fonctionne de manière collective et qui veut laisser une trace et qui est convaincue que c'est encore sa mission que de changer le monde. Tout ça arrive, là, c'est comme des morceaux d'un casse-tête. C'est à vous à y mettre ensemble, mais je peux vous garantir que ces morceaux-là viennent tous de la même boîte. Ils viennent tous de la même boîte. Donc, il y a moyen de reconstituer l'image qui est sur la boîte. La possibilité de faire de tels dons de manière différée, entre autres. Ça, c'est une opportunité importante qui se profile. La possibilité de faire de tels dons de concert avec d'autres. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est un individu chez un boomer peut être sensibilisé. Un individu chez un boomer a toujours cette pulsion de vouloir changer le monde avec sa gang. Un individu chez un boomer qui veut changer le monde avec sa gang peut vous amener 2 autres individus, 3 autres individus, 4 autres individus. Autrement dit, cette possibilité non seulement de faire en sorte que votre œuvre philanthropique soit le cumul de chacun des dons, mais soit comme un fil d'Ariane où on est capable d'attirer comme un moton. Ça, c'est extrêmement présent en ce moment. Ça, je peux vous le dire, la fondation dont je suis responsable, on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Cette espèce d'effet d'émulation. Évidemment, moi, j'ai un avantage, je fonctionne avec des cohortes, je fonctionne avec les promotions 68, les promotions 70 et autres. Mais la même réalité existe dans beaucoup d'autres milieux. Ça, il y a une opportunité en ce moment qui est avérée. Je pense que c'est important, non seulement d'en être conscient, mais de la saisir également. Et puis, évidemment, tout ça va culminer sur le fait de pouvoir toucher les valeurs spirituelles propres au vieillissement. C'est à peu près la table qui est en train de se manifester. Au Québec,
au moment où on se parle et pour les 10 prochaines années, des boomers, vous allez en avoir, selon la période, mais au pic, si on veut, vous allez en avoir jusqu'à 2 millions. En fait, un peu même plus que 2 millions en tête de nombre de PIP. Ce n'est pas les 2 millions qui ont toutes ces caractéristiques-là, c'est évident. Mais la loi de Pareto, auquel je faisais référence au tout début, va s'appliquer également. 20 de ce 2 millions, c'est toujours bien 400 000 personnes qui vont, à quelque part, avoir quelque chose à transmettre, de l'argent, mais probablement également des valeurs, un message, une forme de pérennisation de leur passage ici. C'est un plan de match qui est extrêmement, en tout cas, moi, je trouve personnellement excitant. Puis c'est le plan de match, à quelque part, auquel on est tous conviés d'une façon ou de l'autre. Bref, les boomers et l'argent, une relation en voie de disparition? Non, bien au contraire. Au contraire, je pense que c'est une relation qui est en train de se réactualiser de façon différente, de façon manifeste, et qui nous présente à tous énormément d'opportunités. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça, la gang. Ici, on a le feu dans des livres. Alors, je ne sais pas si on a des questions qui nous viennent d'un peu par enfin. Voilà, on est disponible. J'ai pas de questions, moi, en ligne. Je vais leur lancer. Avez-vous des questions dans la salle? Alors, il y a des questions, c'est certain. OK. Je vais te donner le micro. Alors, mon nom est Jacinthe Roy, je travaille au Phare Enfants et Famille. Monsieur Nantel, vous parlez beaucoup des boomers. Et si je prends l'exemple de mes parents, oui, les boomers ont accumulé, ces boomers-là, ils ont accumulé un certain actif, mais ils ne dépensent pas plus. Non. Comme beaucoup de personnes de leur âge. Est-ce que vous êtes penché aussi sur les X qui vont recevoir ces actifs-là? Bonne question. Parce que, oui, on doit commencer à planifier auprès d'eux, parce que c'est eux, dans le fond, qui vont recevoir cet argent-là. Ouais. Vous commencez déjà à les sensibiliser. Est-ce qu'il y a une... Ben oui. Bien, premièrement, c'est vrai que les boomers... en fait, les boomers ne sont pas monolithiques. Il y a des boomers qui décaissent. Il y a des boomers qui décaissent plein la caisse, là, ça c'est sûr. Mais vous avez raison, la majorité ne le font pas. Parce que ils demeurent... vous savez, on vieillit comme on a toujours vécu. Hein, on n'est pas vraiment différent. Alors, les boomers qui ont fait un certain cumul de richesses sont des boomers qui décaissent beaucoup moins. Mais je vous dirais, à certains égards, ils n'ont pas entièrement tort non plus. Parce que si vous regardez le coût des dernières années de vie, si on veut avoir au moins un environnement qui est relativement décent, ce sont des années qui risquent de coûter très cher. Alors moi, je ne suis pas entièrement convaincu là, que... je suis convaincu qu'il va y avoir un transfert de richesse. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'il va y avoir un transfert de richesse peut-être aussi grand qu'on l'a déjà pensé. Bon. Ceci dit, il va y en avoir un, c'est sûr. Une des choses que l'on commence à regarder, notamment chez, pas uniquement chez les très, très, très grosses fortunes, mais chez les gens qui ont certains actifs matériels, c'est la possibilité d'avoir une planification sur 2 générations. Et ça, il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-là. On le voit dans certains cas. J'ai eu l'occasion de travailler sur un comité aviseur à la Banque de Montréal, à Toronto. Il y a quelques années, le conseil d'administration de la Banque de Montréal avait mis sur pied une espèce de conseil aviseur pour tout ce qui était justement la gestion des actifs des personnes plus âgées, les boomers qui étaient près de la retraite. Et une des choses qui devenait de plus en plus manifeste, et on ne parle pas uniquement, on parle, mais pas uniquement, chez des personnes qui ont des millions, là, mais des personnes qui ont des actifs plus modestes, d'un intérêt à avoir des conseils financiers pour justement faire ce que vous me dites. C'est-à-dire, comment on fait pour léguer à une cause sans pour autant déshériter
entièrement, parce qu'il n'y a pas de magie, là, ce qu'on va donner d'un bord, on ne le donnera pas de l'autre, mais comment être à la fois juste pour la cause et juste pour ses enfants. Et ça, il y a toute... la Banque de Montréal, entre autres, a commencé à développer, et c'est pas la seule, là, je mentionne celle-là, mais a commencé à développer toute une expertise de ce côté-là, justement, pour faire du conseil, mais pas chez juste une gang, faire du conseil chez une gang et leurs enfants. Alors oui, ça commence à s'en venir. Il y a des choses manifestes de ce côté-là. J'ai une question ici de Lisanne. OK. J'ai une question de Lisanne Groux de Leucan qui se demande si vous avez fait une évaluation des meilleurs outils de communication pour rejoindre ces boomers-là. Ah oui. C'est une très, très, très bonne question. Les gens de Leucan, que je salue, parce que c'est mes voisins d'en face. OK. Il y avait aussi Aline Desjardins de la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme là, qui se demandait comment rejoindre les donateurs potentiels en lien avec les boomers. OK. Comment les rejoindre? Ça, c'est... comment les rejoindre? C'est la partie relativement facile. C'est le reste qui est plus délicat. Comment les rejoindre? Écoutez, comme je vous dis, les boomers, contrairement à aux générations qui suivent, fonctionnent beaucoup en groupe. Alors, vous avez des médias qui s'adressent assez bien à eux. Vous avez des magazines spécialisés, vous avez des périodiques spécialisés, vous avez des activités spécialisées, vous avez des gens et des médias qui font en sorte que c'est dans chaque communauté, ces gens-là se regroupent. Je pense, entre autres, qui me vient à l'esprit, là, mais c'est uniquement à titre d'exemple, là, chaque université, entre autres l'Université de Montréal, offre tout un programme Les Belles Soirées. Hein? Oui. Les Belles Soirées, honnêtement, c'est plein. Il y a du monde là-dedans. Là. Puis c'est tous des boomers, puis c'est tous des boomers qui sont pas nécessairement tous très fortunés, mais ont tous quelque chose à léguer. Là, il y a des opportunités si on prend juste à titre d'exemple. La partie qui est difficile, c'est pas comment les rejoindre. C'est pas les médias, parce qu'encore une fois, il y a des médias ciblés. Si vous parlez moindrement à une agence spécialisée en communication, ils vont vous les indiquer. C'est le reste. C'est que là, on rentre dans des choses qui sont extrêmement sensibles pour les raisons que j'ai mentionnées. Le don est toujours quelque chose de sensible, oui. Mais là, c'est différent. Parce que là, on parle de don en fonction des legs, des générations qui s'en viennent, on en parlait tout à l'heure, et de sa propre mort. Tu sais, c'est pas un don là, d'une personne qui a fait bien de l'argent à 40 ans. Là. On parle pas de ça, on parle d'autres choses ici. Ça veut dire une communication extrêmement personnalisée. Ça veut dire du 1 à 1. Essayez pas de partir avec votre filet comme un chalutier, là, puis toutes les ramasser d'un coup, vous ne serez pas capable. C'est vraiment du 1 an. OK. Isabelle Julien du Centre 4 Poches qui pose la question d'approcher les boomers en tant que bénévoles en premier lieu. Est-ce que c'est une bonne façon de les approcher, peut-être en lien avec le 1 à 1? Est-ce que ce serait une façon de débuter? Oui, impeccable. Impeccable parce que, vous savez, ce à quoi je faisais référence, et c'est très, très, très typique de cette génération, l'effet d'émulation, l'effet de groupe. Alors, autrement dit, ça prend un boomer par un boomer, puis ça prend Puis à un moment donné, il y a l'effet de groupe. Moi, j'appelle ça l'effet de troupeau, là, mais c'est l'effet de groupe. Tu veux être avec ta gang, et puis la gang va amener d'autres personnes. Ouais, non, c'est un excellent point. Il y avait une autre question concernant les Julie Papin de Épisode. Qu'est-ce qui fait que les défis sportifs qui sont populaires auprès des baby boomers attirent tant les XY qui, eux, sont pourtant un peu plus individualistes, mais qui comprennent le sens de la communauté et tout ça? Mm-hmm. Bien, vous savez, la présentation que j'ai faite, elle est faite à très gros traits. Là. C'est une présentation de 45 minutes. Alors, je ne veux pas qu'on pense que toutes les XY sont individuellement dans leur sous-sol à chatter, là, puis ils ne voient pas de monde, là, puis que toutes les XY qui se tiennent toutes par la main puis font une grande farandole. Il y a une combinaison entre les deux. Qu'est-ce qui fait que les XY sont présents à ces événements-là? Écoutez, il y a toutes sortes de raisons. Je ne saurais pas les expliquer aussi rapidement. Là. Okay. Si ce n'est que de dire, j'imagine qu'ils doivent sûrement y trouver leur compte. Il y a des valeurs qui sont communes. Il faut voir également l'âge, il faut voir les relations en termes de liens familiaux. Oui, de liens, tout ça. Ce qui fait que le défi fonctionne. J'ai demandé d'autres questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est beau. Christian, est-ce que tu avais des questions? Non, question de la technologie.
Juste une petite question qui m'intéresse. Est-ce que les nouvelles technologies de la communication ont un rôle à jouer dans cette approche-là, et notamment par le fait que les baby-boomers s'en emparent ou pas? Est-ce que les médias sociaux, pour les rejoindre, c'est une bonne idée, ou est-ce que ça concerne que les jeunes, etc.? Tu sais, un des secrets les mieux gardés, là, ou les mieux diffusés, c'est que parmi les plus grands utilisateurs des nouvelles technologies, on retrouve les boomers, pour une raison bien simple, ils ont du temps. Ils ont du temps. Une des choses qui a toujours étonné les analystes plus ou moins bien avisés, c'était de voir qu'au tout début du web, ceux qui achetaient le plus en ligne, c'était pas les jeunes, c'était les vieux. Pour une raison bien simple. Un, il y avait du temps, puis deux, il y avait une carte de crédit qui n'était pas entièrement loadée. Donc, ça aide. Ça aide. Alors, on a le même phénomène au niveau des médias sociaux. Les personnes âgées sont beaucoup plus sur les médias sociaux. Maintenant, moi, je vous dirais que, compte tenu de la nature du sujet dont on parle ici, c'est peut-être une bonne amorce, mais moi, je serais très, 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 très surpris que tout se fasse par médias sociaux. Vous avez ici des enjeux qui, notamment pour les boomers, là, qui vont plonger littéralement au cœur de leurs valeurs. Donc oui, c'est une bonne amorce, mais à un moment donné, vous allez être dû pour en voir un ou deux dans le blanc des yeux. Ça, c'est sûr. Ça reste des incontournables de la rencontre. Oui. Compte tenu du sujet, compte tenu de la génération, compte tenu de l'âge. Oui. J'avais une autre question de Caroline Monette. Je ne sais pas quelle fondation, peut-être qu'elle va me le mentionner. Maintenant que je pose la question, quelle est la meilleure façon de fidéliser et de développer pour les baby boomers? Je sais que c'est une question large, là, mais... Bonne question, en effet. Moi, je vous dirais, sur la base de pas mal de choses que j'ai lues, sur la base de notre propre expérience chez nous, sur la base des éléments sociologiques qu'on connaît bien chez cette génération-là, je vous dirais que c'est ma métaphore du fil d'Ariane. C'est-à-dire que, oui, le stewardship doit être fait un à un, puis fidélisation, etc., mais il est important de créer un minimum de sens de communauté. C'est important, c'est vraiment, non seulement c'est important, mais c'est une opportunité incroyable chez cette génération-là, que les gens réalisent que, puis encore, ça, ce que je veux dire peut sembler cliché, là, au lieu commun, mais dans ce cas-là, c'est vraiment important. C'est pas tout le monde, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui va donner 5 millions, là, qui est capable de changer la face d'un hôpital ou d'une fondation. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, le 20 auquel je faisais référence, qui vont donner de manière quand même plus que matérielle. Chacun des dons ne changera peut-être pas la face de la chose, mais si chacun des individus dans le groupe des boomers réalise que le cumul de sa gang peut changer quelque chose, ça devient un élément de fidélisation important. Autrement dit, sollicitez-les individuellement, mais faites-leur comprendre qu'ils font partie d'un groupe. Puis le cas échéant, constituez-le, le groupe. Faites en sorte que les gens se voient, que les gens se communiquent entre eux. C'est important parce que ça a toujours été la trace des boomers. Ce n'était pas la trace de la génération précédente et c'est beaucoup moins la trace des générations qui suivent cette génération-là que cette volonté de collectivement, comme une gang, comme un troupeau, dire « moi, j'ai contribué à ça ». Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Okay. C'est une question de Fondation de Polytechnique. Ah, ben voilà. Alors, voilà. Il me semblait aussi. Il me semblait que le nom m'était familier. Bonjour, Caroline. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a déjà quelques-uns qui ont quitté là, au niveau du clavardage. Je pense que il nous reste à remercier M. Nantel d'avoir été présent. On a un petit cadeau à lui remettre. Je remercie également Christian Aubry là, qui a tout préparé cette web diffusion avec qui on travaille depuis quelques mois là, sur l'organisation de cette première conférence. J'espère que vous avez bien apprécié. Moi, je pense que ça peut être le début d'une nouvelle aventure pour les présentations de la PGP. Alors, merci, puis on se revoit au congrès pour ceux qui vont être là. Puis sinon, on recommence l'année prochaine avec d'autres bons sujets pour l'année 2012-2013. Merci à notre public aussi, très attentif. Public en studio, bravo! Toute la présentation. Merci.